pour dire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué au Sénégal par exemple, quand tu marches dans Dakar, on se rend compte que tu as plein de plastique. Ça, le péril plastique, il existe. Moi, c'est un de mes projets phares d'ailleurs. Tu sais qu'il y a un bateau allemand qu'on a chopé, qui est venu nous amener des déchets plastiques. Mais parce qu'on les prend. Les déverser chez nous. Mais parce qu'on les prend et qu'on peut encore penser comme ça, méchamment, à venir nous polluer, alors que nous, on est en train de gérer déjà ce qu'on est en train déjà d'avoir chez nous. Mais sauf que quand ils le font, ils payent. Ils payent bien nos États pour qu'ils acceptent, pour qu'on accepte qu'ils viennent déverser leurs déchets chez nous encore. Nous, on a du mal avec nos déchets, on prend les déchets des autres parce qu'on nous paye des clopinettes et puis on prend ça. Donc, ça appelle aussi encore à la responsabilité, à la corruption, tout ça. Absolument. Et moi, de ce dont je voulais parler tout à l'heure, c'est vous savez, tout ce nouveau commerce de produits venant, comme on dit au Sénégal, qui viennent. On va juste préférer une vieille chaise cassée venant d'Europe, plutôt que d'aller chercher une caisse faite par un menuisier sénégalais qui va travailler le vrai bois du Sénégal. Et ça, non. Donc, on a encore cette aliénation dont je parlais, les produits qui viennent d'Europe, et des fois, on voit des conteneurs qui nous déversent plein de choses, des déchets, que les gens viennent, des trucs comme ça. Donc, nous, on sait qu'on a du mal. Après, comment les recycler? Comment arriver à ce que la nature va nous rejeter sur tout ça? Tout à fait. Qu'on soit sur le parc vieillissant d'automobiles, qu'on soit sur un parc vieillissant de chaînes de télé cathodiques qu'on n'a même plus ici. Et puis, on sait qu'au Sénégal, tu les amènes, t'as pas les pièces de rechange, donc on ne fait qu'amener du déchet. Et là, je pense que c'est important de faire de la sensibilisation. Mais comment ça se fait qu'à ton avis, relativisons, essayons de voir un peu qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui est là le manquement de la lucidité qu'on n'a pas pour comprendre ce dont on est bien, le fait de faire éventuellement et de donner la chance à un jeune qui est innovant, qui travaille avec des matériaux locaux et qui le fait avec amour, et qu'on voit un truc qui est fait de notre pays et qui est industriel et qui n'a aucune valeur, même parfois entre autres, et qui vient et qu'on n'aime plus ce matériel-là que ce que nous devions prendre et considéré comme étant de meilleure qualité. Cette comparaison est complètement... Moi, je dis que c'est toujours l'aliénation. Ouais, l'aliénation, c'est quelque chose de très fort. Et c'est quelque chose qui nous drive en ce moment. On n'en a pas toujours confiance. Et ça nous tue, ça tue tous nos efforts en fait. Mais moi, je sais que je suis encore très militante sur plein de choses. Bien sûr. Et je me rends compte que cette aliénation-là fait que c'est comme si on avait à un moment stoppé notre capacité de réfléchir et de réfléchir bonnement en fait. Et ça va très loin, hein. Ça va vraiment très très loin. Des fois, il y a des choses qui sont plus visibles. C'est vraiment, par exemple, sur nos langues nationales, par exemple, des langues qu'on n'enseigne pas forcément dans nos écoles et universités. Et on se rend compte qu'on réfléchit plus dans la langue des autres. Moi, je me suis rendu compte qu'une fois, j'étais allée à Dakar, mais il y a quelques années, je suis invitée sur un plateau télé. Et en fait, je me rends compte qu'on me pose des questions, mais c'est en Wolof. Et je me dis, mais mince, je ne réfléchis pas souvent en Wolof. Quand j'ai besoin de développer des concepts, je vais aller les penser en français, après les traduire en Wolof. Et depuis ce jour-là, je me suis dit quand même, ça, ce n'est pas responsable, ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer à réfléchir dans la langue des autres et pas être capable de réfléchir dans ma propre langue, qui vont être le Wolof et le Serer. Donc j'ai commencé, mais c'est vrai que je ne suis pas encore arrivée. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est quand même important que l'on revienne sur ces fondamentaux-là. Et comme je disais, se redéfinir. Nous, peuple d'Afrique, on est qui? Qu'est-ce qu'on veut? Comment on le veut? Et où on va? Des choses comme ça. Parce qu'on en est encore très loin. Tout ce qui est de l'extérieur est mieux que ce que nous possédons. Alors que ce que nous possédons est intarissable et nous avons naturellement fait grandir les autres, et on se rend compte que justement maintenant que les autres sont en train de nous montrer ce que nous avons et que nous savons. Exactement. Et que nous pouvons éventuellement utiliser pour nous en sortir mieux. C'est ça? C'est ça, c'est tout à fait. Moi, je dis toujours, on parle beaucoup d'émergence africaine, même si le terme, des fois, je ne suis pas toujours d'accord, mais en tout cas, moi, je dis toujours, et ça depuis très longtemps, c'est ma baseline sur les réseaux sociaux, de dire pour l'émergence de l'Afrique, par les Africains, et pour les Africains,
dans un contexte de mondialisation. Ça veut dire quoi? Avec les autres, parce qu'on a besoin des autres. On est dans une communauté de destin. On ne peut pas juste le faire. On ne va pas vivre en autarcie. On ne peut pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est important quand même, dans tout ce qu'on fait, de pouvoir se dire nous-mêmes quel peut être notre apport là-dedans. Et on se rend compte que... C'est là où on est fort et on fait mieux les choses d'ailleurs. Bah exactement, exactement. Donc, avec des outils des autres, à un moment donné, tu ne peux pas naturellement trouver l'apport sur lequel tu peux t'appuyer pour faire évoluer ta vision. Mais c'est surtout ça. Et puis on se rend compte que quand nos États, par exemple, font appel à de grands cabinets de stratégie internationale, et je n'ai rien contre les grands cabinets, j'en connais certains, comme les McKinsey, les Roland Berger, tout ça. Oui, ils sont bien. Ils sont bien. Mais ce qui se passe, eux, ils réfléchissent sur des modèles occidentaux qu'on va essayer de transposer. Voilà, il faut un terrain conquis qu'on va essayer de transposer en Afrique. Sauf que quand on arrive sur place, ce n'est pas la même chose. Et il y a des choses qui ne sont pas transposables. Absolument. Donc aujourd'hui, c'est important que l'Afrique aujourd'hui puisse inventer son modèle. Parce qu'on a des spécificités qui font qu'on ne peut pas toujours transformer les modèles transposer les modèles des autres chez nous et espérer pouvoir réussir. On doit pouvoir avoir nos propres modèles. Et ceux-là qui peuvent le faire, c'est les gens qui ont l'approche terrain. Les gens qui ont cette connaissance de l'Afrique qui pourront le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne gagnerait pas dans nos business schools de pouvoir justement avoir des cas sur lesquels les jeunes étudiants, les jeunes leaders de domaine planche, qui soient plus des modèles de réussite au Sénégal, plutôt que de continuer sur des cas qui ont été faits avec de grandes multinationales qu'on fait essor dans d'autres pays et qui sont hors contexte. Donc c'est ça aussi en fait, trouver son propre modèle éducationnel qui prend en charge vraiment tout ce qu'on a comme valeur. Moi je suis beaucoup sur les valeurs traditionnelles parce que je pense que c'est important. Il y a des choses, tout n'est pas bon à prendre évidemment, mais je pense que là-dessus on a quand même encore beaucoup de valeurs ancestrales, traditionnelles sur lesquelles on pourrait faire un focus et pouvoir partir là-dessus pour avancer, pour justement asseoir ce modèle africain qu'on pourra justement exporter. Et ça, si on prend le modèle des Chinois, la Chine a fait sa révolution culturelle. Ils ont trouvé leur propre modèle, ils sont partis là-dessus. Voilà, maintenant ils sont presque les rois du monde. Ils s'ouvrent bien, ils vont prendre les choses qui marchent ailleurs. Mais ils n'ont jamais renié, ils ne se sont jamais reniés. Nous, les Africains, qu'est-ce qu'on fait? On aime bien prendre tout ce qui vient d'ailleurs, c'est bien. Et tout ce qui est produit en Afrique, eh ben non, c'est pas bien. Après, moi, là, je ne dis pas toujours qu'aujourd'hui, en tout cas, dans ce monde globalisé, les gens vont faire beaucoup attention à la qualité, par exemple. Donc, on ne peut pas espérer que les gens vont préférer consommer un produit sénégalais si ce produit sénégalais-là ne répond pas aux standards et aux normes de qualité internationales qu'on connaît. Donc si on ne peut pas faire des produits qualitatifs, les gens vont toujours préférer boire un lait qui vient de l'étranger plutôt qu'un lait local, si le lait local ne leur donne pas satisfaction parce que le goût n'y est pas, parce que la qualité n'y est pas, parce que le packaging n'est pas qualitatif. Donc c'est un ensemble. Et si on arrive à travailler sur ces modèles de le bon produit sourcé, avec des artisans locaux, avec des produits locaux, qu'on arrive à bien le transformer sur un modèle, sur des standards de qualité internationaux et que le packaging répond aux normes aussi. Il y a quand même eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Ça commence, bien sûr, bien sûr. Ah, mais même il y a une nette amélioration. Mais tout à fait. Plus de femmes font des produits transformés, etc., sur des beaux packaging. Il y a quand même le Made in Sénégal, le Sénégal M6 commence à s'ouvrir vers la modernité, on le sent, on le voit, et ça c'est quand même, c'est pour ça que le digital est important, parce qu'il nous a donné quand même une ouverture qui nous a permis non seulement entre guillemets de rattraper un temps perdu, mais d'être aussi performant et d'arriver avec le resourcing des idées et puis le système data qui a créé en sorte que les jeunes s'ouvrent sur ça, montrent aux gens qui n'ont pas encore eu accès à ça, et il y a des fusionnels qui se sont positionnés, et ça a aidé pour qu'on soit performant et qu'on présente nos produits maintenant dans les marchés, dans les salons. Moi je l'ai vu au salon de l'agriculture, je vois les femmes quand elles viennent, elles ont vraiment... Il y a une fierté qui est là de montrer justement le jus de mague, le jus de bissap, le jus de gingembre, etc., etc. Et donc il y a quand même
une belle évolution qui est là. Alors on pourra certainement le faire sur d'autres secteurs, pas que sur le secteur agroalimentaire, mais ça pourrait être sur tout ce qui touche la biodiversité et surtout nos services. Je veux dire, quand je vois le tchak-tchak, tous ces éléments qui ont pu permettre, ou naturellement le moyen en fait de montrer que l'Afrique est dynamique. L'Afrique est en train naturellement de montrer à la face du monde qu'elle est aussi présente dans des efforts que les autres continents ont fait. Je veux dire, on n'est pas à l'aise. Hein. C'est qu'il faut qu'il y ait des accompagnements, il faut qu'on soit vraiment aussi lucide dans la façon de comment on va aborder les choses et que nos gouvernants aussi sachent qu'ils ont affaire à des gens qui sont vaccinés et qui nous prennent plus. Qui ne prennent plus comme des gens qui sont juste à être utilisés, à jeter ou utilisés au moment des élections, parce que voilà, parfois c'est un peu ça. Ils oublient les populations parfois à être dans des désarrois, comme là, bientôt c'est la saison des pluies, quand on va savoir qu'on le sait d'avance, qu'il y aura des zones inondées encore, et qu'il y a des efforts qui ont été certainement faits, mais les efforts faits, mais il y a encore toujours ce même fléau qui va revenir. Ceci, Tchakan, c'est quoi le gros problème de nos dirigeants pour arriver? Je veux dire, quand je dis les dirigeants, c'est pas forcément nos présidents. C'est des gens qui... Parce que gouverner, c'est pas que le président ou ses ministres. C'est aussi des gens qui sont dans des bureaux, qui sont là, qui sont responsables, qui sont à l'approche de la population. Il y a une bonne partie de ces gens-là, mais ils ne travaillent pas. Hein. Ils font pas le boulot comme il faut le dire. C'est ces gens-là. C'est pas le président qui va régler le problème, pour exemple, de faire une signature sur un projet de jeunes qui sont là depuis des années, à demander à ce qu'on leur donne un petit 50 000 pour qu'ils achètent une machine et démarrer leur business. Parfois, il y a des blocages et des solutions à trouver pour faciliter les choses. Et la facilitation des projets à mettre en œuvre, c'est un gros problème chez nous. Parfois, c'est juste un coup de signature et on te fait venir une semaine, 10 jours, un mois. Tu attends pour qu'un mec il vienne, ou une femme, pour te faire signer, une petite signature pour que ton dossier soit accessible. Mais c'est quoi ce problème qu'on a en Afrique de faire attendre des choses qu'on devrait faire depuis longtemps? C'est ça que je voulais dire. C'est comment, en fait, si Tchakan, accélérer les choses. Est-ce qu'il y a eu des réflexions sur ce sujet durant le parcours? Je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, il est d'ordre organisationnel, c'est sûr. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué qu'assez souvent, on aime bien penser les projets en silo. Quand je dis silo, c'est qu'on va prendre des bouts de projet et des bouts de projet sans pour autant être sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc d'avoir cette vision holistique qui permet de se dire, ok, on veut résoudre un problème. Au lieu d'être en bout de chaîne, on va se mettre en fait au début de la chaîne. C'est quoi les facteurs de blocage? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui va faire qu'en agissant sur les facteurs qui causent ce problème, on est sûr de résoudre le problème de façon durable et de façon pérenne. Et c'est ça qui va faire que, par exemple, aujourd'hui, je sais que sur l'entrepreneuriat au Sénégal, maintenant, on peut monter une entreprise en quelques jours avec l'APIX, tout ça. Mais une fois qu'on a monté l'entreprise, sur les mesures d'accompagnement, sur l'accès au financement, sur toutes ces choses-là, est-ce que la machine est plus annulée? Même si aujourd'hui il y a l'ADER, il y a tous ces fonds qui ont été pour accompagner les gens dans l'entrepreneuriat, on sait qu'aujourd'hui l'accès au financement est très problématique. Est-ce qu'aujourd'hui il y a suffisamment de business angels par exemple pour accompagner les jeunes qui sont plus sur les champs du numérique, du digital pour les accompagner? Pas toujours. On sait qu'aussi, on pense souvent à l'argent, oui effectivement, mais il n'y a pas que l'argent. Je sais que par exemple sur tout ce qui est en fait projet à caractère nouvelle techno, quand on a une belle idée, il faut produire un POC. Le POC, c'est le Proof of Concept, en fait, qui permet derrière de pouvoir montrer ce qu'on veut faire. Une fois que le POC est acceptable, il faut pouvoir l'industrialiser. Et une fois que c'est fait, il faut une mise en tout cas sur le marché, donc le fameux go-to-market. Mais pour tout ça, il faut de l'accompagnement. Donc on peut avoir un très beau produit, adresser une vraie demande, un vrai besoin, trouver les financements. Mais si derrière il y a un maillon de la chaîne qui n'est pas bien maîtrisé, ça fait que on va faire un mauvais lancement et finalement on ne va jamais trouver sa cible.
parce que tout ça est lié, c'est une chaîne en fait. Donc voilà, comme je dis, la chaîne de valeur. Et c'est là-dessus qu'il faut justement accompagner toutes ces jeunes porteurs de projets, toutes ces femmes porteurs de projets. On se rend compte que l'Afrique aujourd'hui est en laboratoire sur plein de choses. Et on a vraiment sur le champ des applications, moi je suis toujours impressionnée par l'ingéniosité des jeunes à lancer des apps. On a des apps pour plein de choses et c'est bien. Et donc il y a des choses qui sont exportables, mais ne serait-ce que pour le marché continental. Il y a des choses que l'on fait en Côte d'Ivoire qu'on pourrait trouver leur marché au Sénégal, au Mali. Quand on pense au Sénégal, oui, on le pense localement, mais on le pense pour pouvoir le vendre global. Et le global, c'est pas tout de suite venir en Europe d'ailleurs. Juste pour le Sénégal, le Mali, voilà. On a l'espace de l'UEMOA qui permet aussi de la CEDEAO surtout, avec les 16 États. J'espère que c'est 16 que je ne me trompe pas d'ailleurs. Et qui permettent justement de pouvoir aller très loin là-dessus et d'avoir un grand marché. Que ce soit dynamique. Donc aujourd'hui, on a besoin vraiment de former les jeunes sur tous ces champs-là et pas juste les former sur la spécificité du produit. C'est vraiment d'avoir cette vision d'ensemble qui permet d'éviter que le rêve de nos jeunes se meure dans les tiroirs de leur pensée et qu'on les accompagne justement. Ou dans l'océan, en fait, c'est encore. Alors ça, si vous parlez de sujet qui est quand même très douloureux à évoquer parce que ça montre encore justement le entre guillemets le manque de responsabilité qu'il y a sur nos États de laisser la jeunesse comme ça aller s'évader alors qu'il faudrait les maîtriser, les orienter, leur donner la chance. C'est pas une question d'argent, c'est de donner envie, c'est de dire à une jeunesse, il y a une façon de parler à sa jeunesse, quoi. Donc il y a tout ça en fait qui est quand même très important à souligner, mais je suis encore très content encore de voir que j'ai en face de moi quelqu'un qui connaît très très bien le sujet de ce que vit le continent. Et Sisi Tchaka, est-ce qu'il y a un dernier point que tu voudrais parler avant qu'on se quitte? Avant qu'on se quitte. Un point sur lequel j'aimerais parler. Moi, en tout cas, je pense que je vais finir en disant, aujourd'hui en Afrique, et même si je suis en focus sur le Sénégal, on a de belles choses qu'on peut mettre en place. Ouais. On a de belles énergies, on a un capital humain qui est bien réel aussi. Mais dans quel secteur tu verrais les belles choses, par exemple, pour citer un exemple précis? Moi, je pense que sur tout ce qui est en fait, en tout cas sur toutes ces choses qui peuvent être portées par le numérique, que l'on soit sur l'éducation, sur l'agro-business, sur la e-santé. Sur la e-santé, on peut avoir de très très belles choses à faire. Après, maintenant, c'est important en fait de donner cette part de rêve à la jeunesse. On se rend compte que les gens ne rêvent pas toujours parce qu'on pense que les autres peuvent le faire et pas nous. Parce qu'on pense que ça coûte trop cher, que c'est inaccessible et que finalement ce n'est pas pour nous. Et tout à l'heure, tu parlais par exemple de tous ces jeunes qui prennent le bateau pour aller vers un Eldorado européen. Et quand on pense que ces jeunes-là, le voyage n'est pas gratuit, ils vont payer. Ils vont payer des sommes des fois qui peuvent être faramineuses pour une traversée dont on n'est même pas sûr qu'on va arriver à bon port. Et ces jeunes-là, quand tu parles, ils te disent, mais écoute, voilà, ils n'ont même pas, peut-être pas compris que les 1 million de francs CFA, les 500 000 qu'ils vont prendre pour traverser et risquer leur vie, s'ils investissaient au Sénégal, ils pourraient faire quelque chose. Bien sûr. Et quelque chose de porteur, mais non, les mamans qui sont derrière, la famille qui est derrière, vont juste leur dire, ils voient qu'une chose, partir. Et ce qui n'est plus normal aujourd'hui, c'est cette part de rêve que l'on n'a plus, que l'on soit, et on se rend compte qu'il y a plein de problèmes comme ça qui ne sont pas résolus. Le Barça au Barça, c'était il y a 15 ans. Entre-temps, ça s'est tué un peu. Puis on a eu les jeunes qui partaient vers les Canaries. Après, on a eu le désert libyen. Là, cette fois-ci, on a eu encore une vague très meurtrière à la fin de l'année 2020 où les jeunes se perdaient encore sur l'Italie, tout ça. Et en fait, on laisse le problème pourrir. Il n'est pas résolu. Moi, c'est pour ça, il n'y a pas longtemps, j'avais écrit un article, mais vraiment
où j'appelais à des assises africaines pour stopper l'hémorragie migratoire, parce que j'ai comme l'impression que notre jeunesse se meurt, que l'Afrique saigne, et nous regardons ailleurs comme si on n'était pas concernés, alors que c'est l'Afrique qui est vidée de sa ressource, de ces jeunes qui partent, et qui finalement, c'est eux l'avenir de notre pays, c'est eux l'avenir de nos pays, et qu'on n'a plus le droit aujourd'hui, tant que si on fait rien, on est vraiment complice de tout ça. Donc il est important de redonner à cette jeunesse cet espoir, et surtout de les faire grandir, de les réarmer moralement, de les faire grandir dans des valeurs communes. Nous, je sais qu'au Sénégal, on a beaucoup de choses à construire encore autour du Diom, du Fula, du Faïda, voilà, du Masla, du Moun, tout ça, et de revenir vraiment sur ces valeurs, sur le sens originel de ces mots-là. C'est des choses que l'on a perdues en cours de route, mais ces valeurs existent, donc il faut qu'on retravaille là-dessus pour bâtir justement un nouveau Sénégalais qui ait l'amour de son pays, qui a envie de rester et de construire en fait dans une intelligence collective ces belles choses que l'on a tout pour réussir. Mais encore une fois, il faut de l'exemplarité, il faut que les gens qui sont au sommet de la pyramide puissent justement donner le bon exemple, et qu'on puisse justement inspirer à tous ces jeunes, à toutes ces femmes, à toutes ces forces vives de la nation, la bonne pensée, la bonne attitude pour travailler tous ensemble pour le bien-être des populations et pour l'essor économique du Sénégal. Et patriote, merci beaucoup, Cécile Thiakane, sur ces beaux mots. Je vous donne rendez-vous sur Waneko, l'émission phare de DSN TV. Je suis vraiment très content de faire tourner aujourd'hui cette invitée de marque qui est Cécile Thiakane. Je vous dis à très très bientôt sur nos réseaux sociaux DSN TV, et vous pouvez aussi nous capter sur www.dsntv.fr. Merci beaucoup, à très très bientôt.